Amis passionnés de cinéma, bonjour. C'est Louis-Victor des Barons du Cinéma, en compagnie de l'ami Théo Bonjour Louis-Victor. et de l'ami Gaspard. Bonjour Louis-Victor. Bienvenue dans ce troisième épisode, cet épisode de rentrée, le podcast des passionnés du 7e art et du débat. Ce podcast est une émission talk-show de cinéma. Nous sommes un trio de cinéphiles passionnés par les arts et l'histoire. Le concept de l'émission réside dans le débat autour d'un film, d'une série, de thèmes ou même d'une saga de films. Cela peut être une sortie récente ou un bon vieux classique. Nous sommes tout simplement une bande de passionnés qui voient le cinéma comme un art noble qui suscite et déchaîne les passions et les débats. Nous aimons donc vous partager nos avis et analyses. Nous parlions ensemble autrefois de choses et d'autres et nous sommes tombés sur la répartition du prix du ticket de cinéma. 10,72% de ce prix est une taxe, la TSA, qui revient au Centre national du cinéma, CNC, qui finance les productions cinématographiques. En 2023, près de 117 millions d'euros ont été versés grâce à cette taxe. Mais si celle-ci est bénéfique à la création de films français, il y a un certain côté pervers. Si chaque billet rapporte de l'argent au CNC et que ce film soit français ou américain, cela ne pousse pas le cinéma français à faire des films de qualité, car de toute manière, il y aura quand même des dividendes. Les films américains se sont développés énormément en Europe avec les années Reagan. On peut penser à Star Wars ou Indiana Jones. Face à ces grands succès, le cinéma français n'a cessé que de produire des films assez moyens. On peut penser aux Dalton, Les Visiteurs en Amérique, Is No Good, Coco, ou plus récemment, les films de Philippe Lachaud. Ça a le mérite d'être drôle, mais ils sont assez oubliables. Ce n'est pas leur faire offense que dire qu'il n'y a pas ou peu d'ambition visuelle ou intellectuelle. Cela représente une forme de décadence du film français. Mais une lueur s'est levée, tout n'est pas noir. Des films ambitieux ont vu le jour, et c'est l'objet de notre podcast. Comment le beau cinéma français revient. Il y a des ambitions de films d'auteur, des ambitions visuelles ou des ambitions culturelles. Cela fait la force du cinéma français. Commençons tout d'abord par Théo. De quoi veux-tu nous parler ? Eh bien mon cher ami Louis-Victor, je voudrais parler du cinéma d'auteur, du cinéma indépendant ou du cinéma de genre. C'est-à-dire des films qui ne bénéficiaient pas forcément d'un grand budget, ni d'une grande campagne marketing, et encore moins de projection dans des cinémas qui attirent le grand public. Si on fait souvent le reproche au cinéma français de manquer d'originalité, de manquer d'ambition visuelle, scénaristique, et d'être même un cinéma de vieux drames, eh bien, j'estime que depuis près de 20 ans, et encore plus depuis 5 ans, que c'est du côté du petit cinéma qu'on peut retrouver des grandes ambitions. Je m'explique. En France, on a toujours rejeté le cinéma de genre, où le cinéma indépendant est très différent, tout ce qui ressort, tout ce qui n'est pas du drame, parce que le cinéma de genre est très réservé au cinéma américain, et dès qu'en France, on essaye de faire du film de genre, tout de suite on le réduit à une imitation du cinéma américain. Et pourtant, c'est un des genres, si ce n'est le genre le plus apprécié par les spectateurs en France. Les films de super-héros, à chaque fois, font des très bonnes recettes au box-office, et je ne vois pas pourquoi ça serait mal de reproduire visuellement ou avoir les mêmes ambitions visuelles que ces films-là. Et pourtant, en France, on ne manque pas de talent et même de films de genre et de films différents. Je voudrais parler d'abord du cinéma d'horreur pour parler de mon développement. Parce que si je vous parle de cinéma d'horreur français, quel film allez-vous me donner ? Et il est, pour le grand public, quasi inexistant. Parce que, à part les aficionados d'horreur, qui peut me citer, comme j'ai dit tout à l'heure, un film d'horreur français, et encore plus dur, un bon film d'horreur français. Quand je parle d'horreur, ça va de films de fantômes, de slashers, de films gore, ou même de la science-fiction d'horreur. Vraiment, l'horreur en général. Et un des plus grands péchés de l'industrie française du cinéma, c'est tout simplement de ne pas mettre en avant ce cinéma d'horreur. Je ne dis pas qu'il faut en produire plus, mais tout simplement d'en parler, de dire aux gens que ça existe. Et que même rendre certains films d'horreur français un peu plus anciens, les rendre cultes. Même si c'est des films qui sont imparfaits, au moins les mettre en avant. Et je vais prendre l'exemple le plus parlant pour moi, c'est Haute Tension de Alexandre Aja, sorti en 2003, avec dans le rôle principal Cécile de France. C'est un slasher gore, donc un film avec un tueur en série qui débarque
pour tuer toute la famille de l'héroïne. Et ce film avait impressionné le public américain et même le public horreur, tout simplement. Et ce film, qui n'a pas été un énorme carton en France, je crois qu'il a fait un peu moins de 150 000 entrées en France, ce qui est pas mal pour un film d'horreur français, mais c'est quand même pas énorme. Mais Alexandre Aja a été reconnu et il a même été embauché par les Américains pour faire le remake du film La colline à des yeux, qui est un film d'horreur culte américain des années 70 de Wes Craven et qui a été un succès en 2006. Et il a même réalisé Piranha 3D, bon, qui n'est pas un chef-d'œuvre, mais quand même. Et les années 2000 ont été une période très florissante pour le cinéma d'horreur avec le mouvement French Extreme, c'est-à-dire des films d'horreur français assez gore, jusqu'au boutiste, très violents. Je pense à Martyr, à Frontières et à L'Intérieur, qui sont les plus grands représentants de ce genre. Des films très imparfaits, mais qui ont le mérite de se distinguer et d'être reconnus à l'international. Et encore récemment, on a eu Vermine en 2023, qui a reçu même une nomination à la Mostra de Venise en 2023. Et Sam Raimi, pardonnez du peu, c'est quand même le réalisateur de la trilogie Evil Dead et la trilogie Spider-Man, la trilogie avec Tobey Maguire. Il a affirmé qu'il voulait embaucher Sébastien Vanissek, dont c'est le premier film, pour réaliser le prochain film Evil Dead. C'est la première fois qu'un Français, pas forcément un réalisateur, mais même un Français tout court, s'implique dans un film Evil Dead, parce que Vermine avait du talent. Enfin, Vermine, c'est un bon film. C'est un film d'horreur avec des araignées qui envahissent toute une cité. Ça a le mérite d'être original et d'être ambitieux. Et je peux parler vite fait de Michel Curie avec Méandre, qui est un film de science-fiction horreur, avec tout un système de tunnels avec des pièges dont l'héroïne doit survivre. Et Gueule Noire, qui est un film de monstres dans les mines du nord de la France dans les années 60, avec tout le contexte des travailleurs immigrés italiens, etc., qui créent des tensions. Ces films-là ont eu que 70 000 et 40 000 entrées. Alors que, bon, c'est pas des chefs-d'œuvre, bien sûr, mais qui ont au moins le mérite d'exister. Je vais maintenant vous parler du cinéma d'auteur, qui est pour moi de plus en plus reconnu. Alors, c'est souvent des films à petit budget. Bon, par exemple, Vermine, il a eu 4 millions d'euros pour sa production, ce qui est le budget moyen d'un film en France, mais je sais que Méandre et Gueule Noire, enfin Michel Curie a eu beaucoup moins de budget. Mais en parlant de cinéma d'auteur, c'est bien sûr des réalisateurs qui sont connus pour leur style. Je parle notamment de Quentin Dupieux, qui a un style unique et qui travaille même avec des vedettes comme Pio Marmaille, Blanche Gardin, Jean Dujardin, et même avec le Palmachot dans plusieurs de films. Et il a même le mérite de mettre en avant Raphaël Quenard, qui a été révélé dans le film Yannick, et qui, petit à petit, va être plus connu. Pour moi, c'est une des étoiles montantes du cinéma français, le Raphaël Quenard. Et quand on parle de Dupieux, on sait à quoi s'attendre. C'est devenu tous les ans, il sort un film, tous les ans, il y a une attente autour de lui. Certes, c'est un certain public cinéphile qui va voir ces films, mais quand même. Et pour parler d'autres auteurs, je vais parler de Gaspard Noé, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il a le mérite d'être ambitieux, de proposer quelque chose qu'on ne voit jamais dans le cinéma, même mondial. Alors certes, c'est extrême, Irréversible, Enter the Void, Climax. Je peux aussi citer Julia Ducournau avec Grave et Titane, qui eux aussi sont assez extrêmes dans leur thématique. Le premier parle quand même de cannibalisme, le deuxième parle de transhumanisme dans une manière très très spéciale. C'est pas des films que j'apprécie forcément, mais que je reconnais l'originalité. Et enfin, je vais vous parler du cinéma de genre. Pour le définir, c'est du cinéma de divertissement, ça va de la série B au film d'exploitation, et qui n'est pas forcément incompatible avec le cinéma d'auteur. Parce que certains réalisateurs s'amusent à mélanger les genres. Et c'est un mot assez large, donc c'est un peu une espèce de fourre-tout. Le seul exemple que je connaisse de film de genre à grand budget français, c'est Le Pacte des loups, sorti en 2001 par Christophe Gans, mais où on peut citer les films à Luc Besson, mais Luc Besson reprend beaucoup le modèle américain et ne se distingue pas, ne met pas forcément en avant une spécialité française. Mais récemment, on a eu Le règne animal avec Romain Duris, dans La brume. On a aussi Sous la Seine sur Netflix, qui n'est pas un excellent film, mais qui a au moins ses premiers films de requin français avec une parodie de Valérie Pécresse et Anne Hidalgo. Et en parlant très rapidement du règne animal, j'ai eu quand même l'impression que c'est une sorte de... Indirectement, c'est le message, c'est le cinéma conventionnel français, notamment avec Romain Duris, qui fait une passation
à une jeune génération qui est plus ambitieuse, qui veut changer ce cinéma devenu conventionnel. Pour moi, le vrai problème du cinéma français, c'est qu'on ne met pas en avant ces films. Enfin, je comprends que forcément petit budget veut dire petite communication, mais peut-être très pour ces films-là un certain budget communication. Et il faudrait peut-être qu'ils créent des mouvements sur les réseaux sociaux, notamment TikTok. Par exemple, le film Le Consentement a marché grâce au bouche à oreille sur TikTok. Et certes, j'ai beaucoup apprécié Les Trois Mousquetaires et adoré le Comte de Monte Cristo, mais il faut avouer que ces films-là ne sont pas des prises de risques, car ils s'appuient sur un univers très bien connu en France, celui de la culture littéraire et l'univers Alexandre Dumas. Je laisse la parole à Gaspard. Alors, je suis pas tout à fait d'accord avec toi sur la fin, Théo. Tu dis que les Trois Mousquetaires et le Monte Cristo ne sont pas une prise de risque. Et ben, je pense que si, justement. Ouais, j'en parle. Puisque c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu depuis des années. Oui. Donc pour moi, si, c'est une prise de risque. Je suis d'accord. Par contre, Et c'est justement ça qui manque en France. Et ça va rebondir sur mon sujet. C'est le manque de films de grande ampleur. C'est vrai qu'il y a des films qu'on ne met peut-être pas suffisamment en avant, mais ce ne sont pas forcément des films de grande ampleur. Et c'est ça qui manque en France. Il y en a tout le temps qui sortent aux États-Unis. Pour moi, les États-Unis, c'est une référence en termes de films, puisqu'évidemment, ils font des films qui cartonnent dans le monde entier, des films vraiment internationaux et des films qui parlent à tout le monde, parce qu'ils sont capables de mettre en avant une belle histoire avec un héros qui met les étoiles dans les yeux du monde entier. Et pour moi, c'est ça, c'est non pas la promotion d'un film qu'il faut mettre en avant, mais c'est justement son contenu et le manque de films de grande ampleur en France, le manque de contenu de ce genre-là, pour moi, c'est ça qui est dramatique. Je suis d'accord. Par contre, là où j'apporterai une nuance, Théo, c'est que je trouve quand même que certains font le travail, c'est-à-dire qu'ils vont mettre en avant, je pense notamment à Canal+. Alors oui, c'est une plateforme, mais je trouve que Canal+ arrive à mettre en avant pas mal de films qui ont pu passer un peu aux oubliettes. Je pense notamment au film Le Chêne, ou Yannick, ou encore plus récemment Dali, Le règne animal, ou Anatomie d'une chute. C'est-à-dire que quelques mois après leur sortie, ils seront disponibles sur plateforme, c'est-à-dire que vous n'avez pas vu les voir souvent dans les films pour la campagne, en campagne où il y a peu de possibilités de les voir et peu de diversité. peu de diversité. Et quand ils sortent, il reste une semaine. Donc Canal peut avoir ce côté-là, de pouvoir diffuser ces films peu connus. Et je pense notamment au César en France, où par exemple l'Anatomie d'une chute avait été nommé. Et puis ça a été quelques jours après mis sur Canal. Donc je trouve que tout de même, Canal fait le job. Oui. Voilà. Maintenant, je vais vous parler de la culture. Tu en as parlé juste avant avec Monte Cristo. Alors, depuis une dizaine d'années, le cinéma français semble avoir entamé un virage décisif. Après des années de manque d'originalité ou bien avec une tendance à la comédie facile, le cinéma français s'imprègne à nouveau de son histoire, de ses grands personnages et de sa littérature. Le 7e art en France se réapproprie sa culture et les résultats sont plus qu'encourageants. Alors premièrement, le cinéma français a récemment démontré une volonté farouche de revisiter des pans clés de son histoire. Je pense particulièrement au film J'accuse de Roman Polanski, qui a véritablement relancé le débat sur l'affaire Dreyfus, un épisode sombre de notre passé. Le film De Gaulle retrace l'exode et l'exil du plus illustre des Français, mais montre également tout le contexte de la débâcle. En s'appuyant sur des débats et des faits historiques, ces œuvres nous invitent à ne pas oublier notre histoire, à la rendre à sa juste place, qu'elle soit bien heureuse ou plus sombre par ailleurs. De plus, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le succès public, avec près de 2 millions d'entrées, et succès critique de ces films, tous médias confondus, montre qu'il y a un réel engouement pour ce type de cinéma. L'histoire n'est pas un sujet poussiéreux et passionne toujours autant les spectateurs. Et deuxièmement, au-delà des événements, le cinéma français s'est aussi emparé de figures emblématiques de notre histoire. Simone Veil, par exemple, a été magnifiquement incarnée à l'écran par Elsa Zilberstein en 2021 avec Simone, le voyage du siècle. Il souligne avec parcimonie l'importance de la mémoire, de ne pas oublier les événements tragiques de la Shoah et de l'antisémitisme. Il met également en évidence le statut de cette grande dame et ses combats comme le droit des femmes. D'autres personnages de notre histoire ont fait l'objet d'adaptations cinématographiques, notamment la vie d'artistes connus. Ça remonte un peu, mais je pense notamment à La Môme en 2007 sur Édith Piaf.
Et cela a ouvert la voie à d'autres, comme par exemple en 2024, les films biographiques sur Molière avec Laurent Lafitte, le Molière imaginaire, même s'il a été assez confidentiel, je dois le dire. Ou bientôt, là, à la fin de l'année, Monsieur Aznavour. D'autres films ont décidé de se centrer sur des personnages de la société civile qui ont contribué à notre histoire, comme Une vie de combat, en 2023 sur la vie de l'abbé Pierre. Les personnages ayant marqué l'histoire sont évidemment très présents dans nos salles obscures, comme le film de Gaulle ou J'accuse sur l'affaire Dreyfus, on en parlait juste avant. Mais il y en a plein d'autres, comme la mort de Louis XIV en 2016, Le Roi Danse est un peu plus vieux en 2000, mais a le mérite d'être souligné. Donc en fait, cette réappropriation de personnages historiques permet de transmettre des valeurs et d'inspirer de nouvelles générations, car ce sont bien des personnes fortes. Ça permet de se renseigner plus précisément sur eux, et donc c'est extrêmement bénéfique. Troisièmement, et tu en parlais Théo, c'est le cinéma français ne cesse d'adapter des grands classiques de notre littérature. Le Comte de Monte Cristo ou Les Trois Mousquetaires ont été un vrai carton. Ces adaptations permettent de faire découvrir ces œuvres à un large public, notamment aux jeunes générations, et de leur donner une nouvelle vie. Est-ce que Théo, Gaspard, vous avez ouvert Instagram ou TikTok durant ces vacances? En tout cas, personnellement, moi je n'ai vu que des trends sur Monte Cristo. Et les chiffres de fréquentation dans les salles obscures témoignent de l'engouement du public pour ces adaptations, prouvant quand même que la littérature française continue de fasciner et d'inspirer. Près de 8 millions de personnes se sont déplacées pour aller voir un film de 3 heures. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, je trouve ça exceptionnel. Mais je vais vous dire quelque chose. J'ai appris également par le journal du dimanche que Pathé va produire un film sur les fleurs du mal de Baudelaire. Il est évident, évidemment, que les romans se prêtent à des interprétations, mais de la poésie. C'est quand même l'illustration de mon propos. Les Français se réapproprient leur littérature, leur culture. Et dernièrement, en se concentrant sur des histoires locales, le cinéma français redonne vie à des pans méconnus de notre patrimoine naturel ou historique. Et c'est principalement ce dernier point que j'aimerais me concentrer, car on est vraiment à la confluence de tout ce qui fait le retour du cinéma français ces dernières décennies, d'après moi. De l'épique, des images et paysages à couper le souffle, et j'aimerais parler du film Vaincre ou mourir, sorti en 2023, par exemple, qui a été produit par Le Puy du Fou Productions. Il nous plonge dans la résistance en Vendée en mettant en avant Charette. Ce type de film permet de vraiment valoriser les histoires régionales et de renforcer le sentiment d'appartenance à un territoire. De plus, il contribue à une meilleure connaissance de l'histoire de France, dans ses détails, et en l'occurrence sur les massacres génocides vendéens. Car si je devais illustrer un film représentant cette chronique, ça serait bien lui. Entre l'épique et le partage de valeurs morales, une histoire nationale et locale, des événements et personnages historiques inspirants, d'autant plus que d'après les spécialistes, ce film est jugé très fidèle à la réalité historique. D'autres films mettent en avant les paysages et monuments, comme Belle et Sébastien, qui est une réussite visuelle, notamment grâce à ces paysages, ou Notre-Dame brûle sur un monument important de notre histoire. Ce sont des films poignants qui, en tant que Français, nous font vibrer. Mais alors, quel bilan pouvons-nous en faire? Il y a évidemment des films plus ou moins rentables, qui font plus ou moins d'entrées, d'autres qui sont plus ou moins réussis. Mais en termes de qualité de l'histoire, on voit vraiment le retour de la culture au cinéma. Durant trop longtemps, le cinéma jouait toujours sur le même genre d'humour, sans ambition visuelle ni intellectuelle. Là, on peut aller vraiment au cinéma pour apprendre quelque chose, ne pas sortir plus bête qu'en rentrant. Et c'est vraiment plaisant. Alors si évidemment, qui dit cinéma, dit adaptation libre et déformée, notamment des romans ou de l'histoire, on voit bien que les gens s'intéressent à cette littérature. Le cinéma nous donne un coup de pied pour nous plonger dans notre culture. Par exemple, après avoir vu Monte Cristo cet été, je me suis acheté les 2 tomes de Dumas. Mais quel plaisir de découvrir et de lire cela. Et j'ai pas été le seul. 180 000 ouvrages ont été vendus, soit 10 fois plus que d'habitude, en seulement 1 mois et demi, quand le film était à 3,5 millions de spectateurs. Aujourd'hui, on est à 8, voire même 9 millions. Et cela pousse les gens à connaître les lieux également patrimoniaux, comme la Vendée, où nous nous trouvons actuellement, avec le succès du Puy du Fou, qui s'est confirmé d'autant plus à la suite du film Vaincre ou mourir. Donc on pardonne aux erreurs historiques, aux erreurs littéraires des films, car quel plaisir de voir rayonner la France et notre culture sur le grand écran, car quelle sacralisation de savoir que des millions de gens se déplacent pour voir cela. Ce ne sont plus seulement les Américains qui s'approprient notre culture, comme je pense notamment à Napoléon de Ridley Scott sorti en 2023. Mais maintenant, pour élargir ce que je dis,
Le cinéma précède les séries, nous le savons tous. Eh bien, les séries françaises prennent aussi possession de notre culture. Germinal, par exemple, par France Télévisions, et j'ai vu aussi une autre actualité qui est tombée, où nous enregistrons hier, c'est Audrey Fleurot qui produirait La Comtesse de Monte Cristo. Et puis, enfin, il y a la série Zorro, avec Jean Dujardin sur Paramount+. Certes, je suis d'accord avec vous, ce n'est pas de la littérature française. Mais en fait, on adapte, selon l'humour très français, du loser, qui connaît de grandes épopées, vivant dans les pics. C'est ça qui faisait les succès de Louis Funès. Alors, ne croyez pas que la culture française est morte, bien au contraire. Alors, qu'est-ce que vous pensez, vous, du retour de cette culture J'aimerais revenir française. sur le film de Gaulle parce que je l'avais vu à l'époque au Oui. cinéma avec des amis. Et je me souviens, on avait dit, en fait, ce film, c'est la moitié un film de guerre et la moitié du film, c'est 50 nuances de Gaulle. Non, parce que c'est un film que j'ai apprécié, de Gaulle, mais tu compares à des films qu'on a fait sur Churchill, Ah oui. c'est pas le même registre, c'est pas le même ton. De Gaulle, oui, c'est bien d'être un peu dans l'intimité, sa relation avec sa famille, comment sa famille s'est évadée de la France pendant le contexte de la guerre. Mais j'ai pas ressenti ce côté. Enfin, oui, il y a le côté Ah oui. l'acte de bravoure dans la vraie vie, mais je l'ai pas ressenti en film. Et ce que je trouvais vraiment regrettable, c'est que le film s'arrête juste après l'appel de 18 juin. Je m'attendais à ce qu'il y ait un peu Oui. de suite. Mais je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, mais je trouve que, en fait, c'est que l'histoire de Gaulle, on la connaît, et d'ailleurs, ça peut être bien aussi de la voir au cinéma. C'est bien, mais Mais ce qui est bien aussi, c'est de savoir aussi dans les détails, même si c'est romancé, peu importe. Mais je trouve qu'en fait, ça nous permet de nous renseigner. Et par ailleurs, je pense, tu cites moi, le film de Gaulle, moi, mais c'est dans regarde, le- les moi, c'est- mémoires, voilà. les mémoires de Gaulle ont je crois doublé ou triplé à la suite de ce film-là. Bon, évidemment, il y a d'autres adaptations, veux je bien, pense à mais- France Télévisions, mais voilà, en fait, c'est que finalement, on se réadapte notre culture. C'est parce qu'on voit que des films ont été adaptés, on se renseigne sur le personnage, On s'en sait. et puis en fait, finalement, on va acheter, je pense, c'est un film américain, Mais certes, au moins créer un espèce de soft power comme font les Oui, bah, Anglais. c'est ça. Alors, les Anglais, ils ont l'avantage de la langue, donc forcément, ils touchent aussi le public américain. Oui. Mais putain, tu compares Les Heures Sombres, voilà, le film sur Churchill avec Gary Oldman qui joue le rôle de Churchill. Tu compares avec De Gaulle. Oui. On est ridicule, je suis désolé de dire. Oui, bien sûr. C'est Mais c'est après, violent. ils sont plus ou moins réussis. Et Mais c'est- tu vois, le film Oppenheimer, on voit bien que C'est pas- c'est non, pas mais nouveau. c'est un film américain. Oui. Mais en fait, ça fait quoi? C'est que le livre sur Oui, lequel explosé. le réalisateur s'est appuyé, et bien en fait, on peut voir que maintenant, il est disponible dans quasiment toutes les librairies. Les librairies, Quasiment. Donc, on Oui, voit qu'en fait, ouais. finalement, le cinéma a un impact. Et en France, alors évidemment, ça n'a pas la même portée que le cinéma américain, mais en tout cas, on voit bien que ça a tout de même Il y a une aussi- importance. Il y a aussi la série Arsène Lupin sur Netflix, Oui. même si la série est une adaptation très très libre des livres, elle a le mérite d'avoir fait exploser le nombre de ventes à l'international des livres. Ok. Exactement. Et je pense que l'un des manques du cinéma français, c'est le manque de héros. En fait, ce que vous disiez, Oui. sur ce que je pense sur De Gaulle aussi, Oui, c'est que De Gaulle, on ne le montre pas comme un héros. Oui, je suis d'accord. Et également, j'ai vu le film L'Abbé Pierre qui est sorti l'année dernière, je Oui. crois, et il n'est pas du tout dépeint comme un héros. Et ça, je trouve ça extrêmement triste. Parce que je pense que c'était quelqu'un de formidable, l'Abbé Pierre. Et il est montré comme quelqu'un qui doute, qui doute de sa foi, qui doute de son sacerdoce, enfin qui doute de plein de choses. Et il est presque réduit par rapport au personnage qui, je pense, il était réellement. Et ça, je trouve ça assez triste. C'est pour ça que des films comme Le Comte de Monte-Cristo ou Les Trois Mousquetaires, encore plus pour moi que Le Comte de Monte-Cristo, ça fait plaisir puisque c'est là que les héros reviennent à l'écran. Oui. C'est là qu'on a envie de ressembler au personnage. Alors que dans tous les autres films Bah, je français trouve qui que c'est sortent parti, depuis les Ouais. quelques dernières années, à part quelques-uns que tu as cités, Louis-Victor, il n'y a pas de héros. Enfin, on n'a pas envie de ressembler au personnage qu'on voit. Oui, je vois. Et je trouve ça assez triste. Parce que du coup, ça ne donne pas envie de regarder ces films, de leur assurer un succès comme font les films américains qui, eux, ont le mérite de nous montrer des héros et de nous donner envie de ressembler à leurs personnages. Et c'est ce qui fait que leur culture est bien plus populaire que la nôtre aujourd'hui mondialement. Pour moi, donc, il y a plusieurs vices dans le cinéma français.
Il y a notamment la politique des auteurs qui s'est transformée depuis quelques années en politique des acteurs. C'est-à-dire qu'on ne regarde plus ceux qui font le film, mais on regarde ceux qui jouent dans le film, qui ont plus d'influence aujourd'hui. Les acteurs ont plus d'influence que les réalisateurs ou les producteurs. Je veux dire, à côté de leur film, puisqu'ils deviennent des stars internationales assez rapidement, juste par un ou deux succès internationaux, eh bien, tout de suite, ils sont adulés par la critique et par le public. Et il suffit d'un seul grand film, parfois, pour un acteur qui fonctionne, et cet acteur est tout de suite projeté au rang des stars françaises. Mais ça reste un cercle assez fermé, le cinéma, et donc c'est pour ça qu'on voit souvent des navets avec avec certains qu'on considérait comme des grands acteurs. Oui. Mais pourquoi ? Parce qu'on les avait vus dans un, voire deux grands films. Et aujourd'hui, on essaye non plus, c'est ce que les Américains ont compris, mais ce qu'en France, on ne comprend pas, c'est que les acteurs en France ne font pas d'école de cinéma, ne font pas d'école de comédie. Parce qu'aux États-Unis, c'est obligatoire pour un acteur d'être passé par là, sinon il ne passe même pas au casting. Et ça, en France, on ne l'a pas compris. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de mauvais acteurs et également beaucoup d'acteurs qui ne jouent que dans un ou deux grands films, et on s'appuie sur l'acteur pour se dire « Ah bah c'est bon, j'ai été l'acteur, donc mon film sera bien ». Et malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Et ça, c'est relatif aussi au pouvoir des producteurs, puisque c'est pas eux qui apportent l'argent, ce sont les distributeurs, mais c'est le producteur qui décide de beaucoup de choses. Il a un grand pouvoir sur la production du film, et donc parfois c'est lui qui va faire le film alors qu'il n'a pas de vocation de direction artistique. Et pour moi, un film, qu'est-ce qu'on voit dans un film ? C'est l'image. C'est l'image que nous montre la caméra. Et donc, c'est le réalisateur qui doit avoir plus de pouvoir. Et ça, en France, les réalisateurs ne sont souvent pas producteurs, comme c'est le cas aux États-Unis. Et donc, c'est ce qui fait que les films sont souvent manquent de vocation artistique, enfin manquent d'une patte artistique, parce que le producteur prend le contrôle d'un film qui normalement devrait être fait par le réalisateur. Il y a également, comme disait Louis Victor tout à l'heure, le système qui est mal pensé, puisque souvent, en France, on se dit que même un film mauvais, il a juste à faire un certain nombre d'entrées pour être rentable, et au-delà de ça, on s'en fiche, puisqu'après, une fois qu'il a été rentable, eh bien, on peut passer au suivant. Et le système est autofinancé avant la sortie du film. C'est-à-dire que tout le monde a été payé, le producteur, le distributeur, avant la sortie du film. Et donc, sur beaucoup de films, peu importe qu'il ait fonctionné ou pas. Et ça, je trouve ça assez triste, puisque du coup, ça ne pousse pas les réalisateurs et les producteurs à faire de la qualité et à faire quelque chose qui donne envie de retourner au cinéma, comme le font les Américains, encore une fois. Donc je pense qu'il y a un manque d'inspiration aussi dans le cinéma français, qui va avec des films qui parlent notamment beaucoup de l'actualité politique, de l'actualité de manière générale. On a notamment les affaires d'agression sexuelle dans le cinéma, avec le mouvement MeToo. Le cinéma donc parle notamment de l'actualité politique en général, mais également de l'actualité du cinéma, puisqu'il y a beaucoup d'affaires d'agression dans le cinéma. Et on voit en 2023, donc des films assez récents, des films comme Le Consentement, Je verrai toujours vos visages, ou L'amour des forêts de Valérie Donzelli, et des films donc, qui parlent de ce genre d'affaires qui ne passionnent pas le public. Enfin, on n'a pas envie d'aller au cinéma pour partir, puisque c'est glauque, ça ne donne pas une image rayonnante du cinéma français et de la France en général. Et ça, je trouve ça assez triste. Il y a aussi beaucoup d'inspiration dans le Covid, le climat, les catastrophes économiques ou météorologiques, avec des films comme Le Monde d'après, 1, 2, 3 de Laurent Firode, où il se moque, justement, là il le prend par l'humour, mais c'est quand même le sujet de son film. Il se moque du monde actuel, que ce soit les délires transgenres ou LGBT, ou le Covid, ou ce genre de délire politique qu'on a en France. Il y a aussi 8 rues de l'humanité de Danny Boone, Connecté, Hold Up, on a vu de Pierre Barnérias en 2020, Hors du temps en 2024. C'est un film français. C'est que des films français, bien sûr que des films français. Hors du temps en 2024, c'est une histoire qui se passe pendant le confinement. Mais il y a aussi donc sur les catastrophes climatiques ou météorologiques acides de Juste Philippot en 2023, ou vous en parliez tout à l'heure, Le règne animal, qui parle d'une espèce de catastrophe de personnes qui deviennent des mutants moitié animaux. Donc on revient à cette espèce de thème de la maladie, de la pandémie qui se répand et qui ferait des dommages terribles. Il y a également plusieurs comédies, mais qui parfois ne nous élèvent pas, comme Astérix, l'Empire du Milieu, qui sortait en 2023, qui était un navet total. Ah, c'était le pire de tous. Pour moi, c'était un navet. Il n'a pas. Je
crois que c'est le pire film que j'ai jamais vu. Mais c'est ça, c'était un des pires films qu'on ait jamais vu, comme tu dis, parce qu'il n'avait aucune vocation artistique. Il y a également Un métier sérieux, et là on voit en 2023 de Thomas Litti, et c'est l'histoire d'un professeur de mathématiques entouré de professeurs, et ils font tous des burn-out, ils ont des problèmes familiaux, des divorces, des soucis avec leurs enfants, et donc encore une fois, on montre pas des gens qui ont de l'espoir, on montre des gens qui ont du désespoir. Et donc, mais non, mais c'est vrai. Ah, mais oui, Et oui. donc, on désespère devant ce film, plutôt qu'on espère voir quelque chose de beau. Et ça, je trouve ça assez triste. Alors, il y en a un pour moi qui a réussi à passer entre les mailles de ce filet, c'est Cédric Jimenez, puisqu'il arrive justement à montrer des héros. Et il ne montre pas des héros historiques ou des Ouais. héros... Du quotidien. Il montre des héros du quotidien, il ne montre pas des héros de livres comme Monte Cristo ou Les Trois Mousquetaires. Il montre par exemple celui qui a fait Bac Nord en 2021 ou Novembre en 2022, et il montre les héros du quotidien. C'est-à-dire que dans Bac Nord, on voit vraiment 3 policiers qui œuvrent au quotidien, qui luttent contre le crime, contre les trafics de drogue. Et dans Novembre, les policiers qui luttent contre les attentats en France. Donc enfin pour moi, c'est un beau cinéma qu'on a envie de voir et qui donne envie de retourner dans les salles pour mieux le connaître. Et après, des films qui parlent de tensions politiques ou d'égalité homme-femme, de tabou ethnique, donc ça c'est tout ce que j'appelle l'actualité politique. On a La Belle Étoile, c'est l'histoire d'un immigré qui essaye de s'élever dans la société. L'Établi, qui parle du militantisme d'extrême gauche. On a aussi Sage Homme, qui parle de l'égalité homme-femme, sous forme de comédie dramatique, mais bon, je trouve que c'est pas très bien senti. Ou encore Tout simplement Noir, en 2020, de Jean-Pascal Zadi, qui essaye de... C'est ça, qui est un navet également, mais qui essaye de faire passer un message politique à travers son film. Et on a également beaucoup de films donc, qui parlent du cinéma lui-même. Comme on a vu Fiasco, la série Fiasco sur Netflix, qui a quand même eu un certain succès, Oui, hein, oui. mais qui parle du cinéma. On a le film Yannick de Quentin Dupieux qui est sorti l'année dernière, où il critique le théâtre, mais donc par extension, il critique également le cinéma, qui est considéré comme insipide, pauvre, dénué de rêverie. On a Le Livre des solutions de Michel Gondry avec Pierre Ninet également, Making of ou Réalité, également de Quentin Dupieux, qui est sorti un peu plus vieux en 2014, mais il se moque des réalisateurs ou des producteurs qui ont des idées de films qui n'ont aucune ambition. En fait, et ça, je trouve ça assez triste, qui ne montrent pas des héros, mais qui montrent juste quelque chose pour le montrer. Et ça, Quentin Dupieux le traite avec humour, mais il a raison de le faire. Et donc, pour moi, c'est ça le manque d'inspiration. On va chercher dans nos problèmes du quotidien et non plus dans les problèmes, enfin dans les héros qu'on aurait envie de voir. Et ça, c'est assez triste que les Américains ont compris, parce que le cinéma, pour moi, a une vraie influence sur la vie des gens. Notamment, je vais prendre encore une fois des exemples américains. Quand Tom Cruise a sorti Risky Business en 83, et juste sur l'affiche du film, il portait une paire de lunettes Ray-Ban, et au moment de la sortie du film, les ventes de Ray-Ban dans le monde entier ont explosé. Et c'est notamment ça ce qui a sauvé l'entreprise Ray-Ban, qui était en faillite quasiment à ce moment-là. Et il a sauvé l'entreprise. Et pareil, à la sortie de Top Gun, et là c'est encore plus fort, sur l'influence qu'a le cinéma sur les gens. À la sortie de Top Gun, le premier opus, eh bien, les candidatures pour intégrer les écoles d'aviation militaire ont explosé. C'est-à-dire qu'il y en a eu beaucoup plus qu'avant, juste parce que les gens, en voyant un film, en voyant ce héros qui nous est montré à l'écran, ont souhaité lui ressembler. Oui, et puis tout le merchandising aussi. Le merchandising. Oui, bien sûr. Et donc pour moi, c'est ça. C'est par le rêve, enfin, en faisant rêver des milliers de personnes, eh bien, qu'on va faire notamment revenir les gens au cinéma, mais qu'on va essayer de les élever, de leur sortir du quotidien qui est souvent morose et qu'on leur montre au quotidien, quoi. On n'a pas envie de rentrer dans une salle de cinéma pour voir ce qu'on voit tous les jours. Le drame français, c'est cette absence de héros. Et une phrase dit qu'en allant au cinéma en France, on ressort de la salle non seulement avec ses problèmes, mais aussi avec ceux du réalisateur sur le dos. Mais pas mal, celle-là. Mais non, mais c'est vrai. Oui. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter sur ce manque de héros en France, quoi. Moi, il y a des choses qui me posent problème, comme tu l'as très bien dit, et je ne vais pas en rajouter. Là où je ne suis pas forcément d'accord, c'est que des fois, le cinéma a le côté de mettre en avant certains sujets qui permettent de nous faire évoluer, comme de toute façon la littérature, c'est un véritable art, le cinéma. Bien sûr, mais ça, tu en as parlé, il y en a très peu. Oui. Il y en a très peu qui mettent en avant la littérature. Non, mais au-delà de la littérature, les romans permettent de changer, ou voilà, mais le cinéma aussi permet de nous faire changer, de mettre en avant des sujets et de nous faire poser des questions.
Il y a eu des films sur le consentement, sur le viol, etc. Mais à l'inverse, il y a des films comme, je pense, Pas de vague, sorti il y a quelques mois, donc en 2024, où là, justement, c'est prendre l'effet inverse, c'est voir que se passe-t-il pour une accusation d'agression sexuelle ou d'attouchement sexuel, et quelles vont être les conséquences. Et donc, en fait, on voit bien les éléments de la société pour nous pousser à faire réfléchir. Alors, évidemment, il y a des films, des gros navets, mais d'autres nous permettent de nous positionner sur la société, de nous interroger. Je pense au film Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Alors voilà, ça change, c'est beaucoup plus comique. Mais en fait, ça nous pose des questions. Et sur certains aspects, moi, je trouve ça bien de nous poser des questions sur les éléments. Mais après, c'est sûr qu'évidemment, quand on parle du viol ou des choses comme ça, c'est sûr qu'on n'y va pas pour rire. On n'y va pas pour rire, mais après, ça ne veut pas dire que le film ne fait du mal au cinéma français. Je pense, par exemple, je vais prendre un cas extrême, Gaspard Noé avec le film Irréversible. On a quand même dans le casting Vincent Cassel, Monica Bellucci et Albert Dupontel, qui est quand même un trio d'acteurs vraiment pas mal et qui sont reconnus pour leur talent. C'est un film qui a été choc, qui est brutal, et pourtant qui est reconnu à l'international et qui est reconnu pour son originalité. Il ose, c'est un film qui ose. Mais un film comme Le Consentement, je trouve que c'est un film qui est nécessaire à en parler, parce que quand même en France, on a eu un contexte dans les années 80-90. Oui, bien sûr. On disait c'est génial de sortir et de coucher avec une petite fille de 12 ans. Oui. Voilà, ça fait du bien quand même d'avoir un message, d'avoir un film Oui. avec ce genre de message pour faire ouvrir les yeux aux gens. Et aussi, j'aimerais revenir vite fait sur le manque d'ambition au cinéma. C'est un problème que Christophe Gans, le réalisateur du Pacte des loups, a souligné dans ses interviews. Et pour lui, en réalisant le Pacte des loups, il pensait que ça allait créer un mouvement de cinéma de genre français en reprenant les cultures locales. Parce que si vous n'avez pas vu le Pacte des loups, c'est un film sur la bête du Gévaudan et toute une secte qui s'appelle le Pacte des loups qui va essayer d'imposer son pouvoir dans un contexte pré-Révolution française, 30 ans avant la Révolution française. Et c'est un film dont le modèle n'a jamais été reproduit. Alors, c'est un film qui a des imperfections, bien sûr, mais c'est choquant de se dire, mais pourquoi on ne refait pas des films comme ça, des films de genre, avec des spécialistes, avec des films de grande ampleur, des films impressionnants et dont on a envie pour moi de ressentir l'euro. Pour moi, c'est pour conclure, est-ce que pour vous, d'après vous, en une ou deux phrases, le cinéma français revient? Est-ce qu'il a des beaux jours devant lui? Avec des gens comme Delaporte ou La Patelière qui ont fait Les Trois Mousquetaires et Monte Cristo, je pense que oui. En tout cas, ils sont en train d'ouvrir une porte qui était fermée depuis, pour moi, trop longtemps. De réouvrir une porte qui va entraîner, je pense, d'autres gens derrière eux. Oui. Qui va entraîner des gens à faire de vraies productions, de vraies grosses productions, qui vont notamment nous faire aller au cinéma, nous faire donner envie d'y retourner plus souvent pour rêver avec eux, quoi. Pour moi, l'espoir du cinéma français se réside toujours comme dans le cinéma indépendant et alternatif, parce que c'est là où vraiment on voit des idées originales, c'est là que les créatifs osent des choses que même à l'international on n'ose pas. Je pense encore une fois à Gaspard Noé. Et c'est même le cinéma que beaucoup de grands acteurs se dirigent vers pour changer leur image, pour essayer quelque chose de nouveau. On a comme Jean Dujardin qui joue dans un film de Quentin Dupieux, Le Dain. Très récemment, on a eu deuxième acte avec Léa Seydoux, Vincent Lindon et Raphaël Quenard. Donc j'estime que c'est dans ce cinéma-là qu'on peut trouver quelque chose de très intéressant. Et avec le bouche à oreille, les réseaux sociaux, on peut sauver et mettre en avant ce cinéma. Et oui, et pour terminer, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord sur le fait que le cinéma a de beaux jours devant lui, notamment, comme l'a dit Gaspard, sur la littérature et puis notamment les films comme Monte Cristo et tout. Et là, avec notamment Les Fleurs du Mal, bientôt. Donc, on voit bien qu'il y a véritablement une envie des Français de se réapproprier son histoire. Mais écoutez, merci à vous trois. Merci à vous de nous avoir écoutés et j'espère que ce podcast vous aura plu. À bientôt.